Mesdames et messieurs, merci de nous préférer pour vous informer. Bienvenue dans cette édition d'information. Lancement officiel ce lundi de la toute première revue annuelle des établissements publics en République de Guinée. Le ministère du Budget compte à travers ces jours d'échange accélérer la totalité des informations relatives aux activités des établissements financiers afin de promouvoir la transparence dans la gestion de la chose publique. La cérémonie a été présidée par le Premier ministre, chef de gouvernement Mamadi Ula. Le compte-rendu est signé Li Mariam Bailo. Pas du tout, parce que jusqu'à présent, le décret créant ce fonds n'existe pas. Je pense que c'est l'une des raisons fondamentales de cette revue annuelle. C'est pour justement venir à bout de ces différents problèmes qui minent le fonctionnement des EPA, mais aussi et surtout améliorer la gouvernance et la gestion des établissements publics que le gouvernement guinéen, à travers le ministère du Budget, a initié la première revue annuelle des établissements publics. C'est pourquoi pendant 3 jours, le comité qui a été mis en place par le ministère va examiner la gouvernance de plus d'une centaine d'EPA venus pour la cause, ainsi que la situation financière afin d'identifier les contraintes qui freinent ou les empêchent de remplir efficacement leur mission de service public. La gestion actuelle de nos EPA exige de nous plus d'efforts dans la gouvernance pour en faire de véritables instruments de développement qui répondent à satisfaction aux attentes de nos concitoyens. Les premières analyses de la situation de nos EPA faites par mes services font ressortir des problèmes importants que nous devons, dans les semaines à venir, adresser avec votre soutien. Sans pouvoir être exhaustif, je voudrais indexer la faiblesse des mécanismes de supervision et de contrôle de ces établissements. L'existence de multiples EPA fonctionnant avec des cadres institutionnels incomplets, voire inadaptés aux nouvelles législations, la séparation rarement nette, mais pourtant importante, entre les fonctions d'ordonnateur et de comptable public de certains EPA, l'absence d'une culture de redevabilité dans l'exercice de leur mission. La création des établissements publics administratifs rattachés au département du budget répond au besoin de rationaliser l'action publique et de garantir à l'État une plus grande efficacité des politiques publiques. Présent à la cérémonie d'ouverture, le Premier ministre, chef de gouvernement, se réjouit de l'initiative. Il s'agit en effet d'une importante initiative prise par le ministère du Budget pour la qualification de la gouvernance de ces organismes publics conformément au nouveau cadre institutionnel dont s'est doté notre pays depuis 2012. Je me félicite de l'organisation de cette première revue qui s'inscrit dans la vision du président de la République, son Excellence, professeur Alpha Condé, et traduit la ferme volonté du gouvernement à améliorer la gestion des finances publiques afin de la hisser au rang des meilleures pratiques internationales. Des rapports individuels ainsi qu'un rapport synthèse seront produits et partagés par la suite en Conseil des ministres pour des prises de décision y afférents. Dans 60 jours, les Kenyans seront de nouveau aux urnes pour élire leur nouveau président. Ce sont les conséquences directes de la décision de la Cour suprême du pays qui a annulé les résultats du dernier scrutin qui a vu la victoire du président sortant Uhuru Kenyatta face à son opposant historique Raila Odinga. Une situation qui a fait réagir le chef de l'État et président en exercice de l'Union africaine, le président de l'UFDG et certains acteurs de la société civile guinéenne. Fatou Kébé. Dans un communiqué rendu public ce lundi par le bureau de presse de la présidence de la République, le chef de l'État et président en exercice de l'Union africaine s'est réjoui du fait que l'appel à l'apaisement de l'UA ait été entendu dès la veille des élections du 8 août dernier par les acteurs politiques. Alpha Condé a salué la responsabilité de tous les acteurs du processus qui ont préféré les voies légales qu'à la violence. Un comportement à ses yeux qui honore l'Afrique, il prouve que désormais la démocratie s'installe sur le continent. Également chez nos confrères de l'AFP, le président de l'UFDG, chef de file de l'opposition, a salué la décision de la Cour suprême kenyane invalidant les résultats du scrutin présidentiel. En Afrique, selon Selou Delenjalo, la séparation
séparation des pouvoirs et de façade en matière électorale, les cours suprêmes n'ont jamais annulé une élection au motif qu'elle n'a pas été transparente ou crédible. Donc, c'est une première décision qui dit inspirer les juridictions chargées de traiter les contentieux électoraux en Afrique, qui sont généralement inféodés à l'exécutif, a conclu Selou Dalen Diallo. Du côté de la société civile guinéenne, cet exemple kenyan ne passe pas inaperçu. En tant que structure, la société civile qui observe aussi les élections, nous avons beaucoup apprécié cela parce que ça donne un signal fort aux autres États africains. Parce que si nous critiquons généralement la justice africaine, c'est un exemple, c'est un pas en avant en matière de responsabilité et en matière d'indépendance. La Cour suprême kenyane a pris vendredi 1er septembre une décision à la portée historique en invalidant pour irrégularité les résultats de l'élection présidentielle du 8 août qui avait donné le président sortant Uhuru Kenyatta vainqueur avec 54,27% des voix face à son opposant historique Raila Odinga, 72 ans, 44,74% de voix. La commission électorale dispose donc selon la loi 60 jours pour organiser un nouveau scrutin. Déjà, les deux protagonistes ont commencé à battre campagne pour cet autre rendez-vous crucial. La participation de Aliou Ba à la manifestation de l'opposition républicaine le 2 août dernier ne fait pas l'objet de polémiques au sein du bloc libéral. C'est ce que nous a laissé entendre le conseiller juridique du parti Tamba Gaston Milimono parle d'une question de respect du statut et règlement intérieur du bloc libéral. Il était, vous le savez, l'invité de l'émission La Tribune de l'actualité plus de ce lundi 4 septembre 2017. Ça, Aliou Mbuno, compte rendu. Aussi longtemps que les polémiques persistent sur la participation du premier responsable de la communication du bloc libéral à la manifestation de l'opposition républicaine, aussi longtemps les cadres du dit parti maintiennent leur verbe pour se défendre. Après Dr Faya Milimono, le président du BL, Taleb Ba, son premier vice-président chargé aux relations extérieures, c'est le conseiller juridique qui se fait cette fois-ci entendre sur la question. La même interrogation revient sur les lèvres des hommes de médias. Que dire de la participation de Aliou Ba à la manifestation de l'opposition républicaine? Une même réponse surgit. Je pense que le cas Aliou Ba, c'est un cas bien entendu qui a fait l'objet de beaucoup de médiatisation, mais nous au BL, on ne le prend pas comme ça. Pour nous, il y a le statut, il y a les règlements du parti et nous avons regardé selon les statuts et les règlements du parti pour pouvoir se prononcer sur la question. D'ailleurs, cette commission dont je gère est en train de lourdement travailler pour protéger l'image du parti et protéger la personne d'Aliou Ba, protéger l'intérêt du parti et nous aider à arriver au bout de nos ambitions. Au dire du conseiller juridique du bloc libéral, le parti de Dr Faya Milimono a une seule préoccupation. Aujourd'hui, notre problème, c'est comment prendre les pouvoirs en 2020. C'est comment faire en sorte que nous ayons nos représentants dans tous les quartiers, dans tous les districts, dans toutes les communes. Ça, c'est l'objectif primordial du bloc libéral et surtout gagner le pouvoir en 2020. Et Dr Faya ne manage aucun effort pour cela. Une autre question revient toujours dans les débats concernant le BL. Il s'agit de la non-reprise des activités du parti au sein de l'opposition républicaine. Si le premier vice-président chargé aux relations extérieures ne nie pas la responsabilité du président Faya Milimono, Tamba Gaston, lui, pense autrement. Si monsieur le directeur, le vice-président chargé de la communication, dans sa conclusion vous parle de statut et de règlement, moi je pense qu'il est en train de dire que tout ce qu'il dit, ça ne peut être validé que par les statuts et règlements et je pense que c'est ça la logique. Jusqu'à quand le dénouement de la crise au sein du BL? Pour l'heure, les débats se poursuivent et les cadres du dit parti restent confiants. Forte mobilisation début week-end dernier à Massanta dans la région forestière pour accueillir un fils du terroir. Au terme de son séjour dans le gouvernement, Mamadi Youla Louissini Camara a été reçu en pompe jeudi dernier dans son Massanta natal. Malgré ce départ du gouvernement, l'homme dit rester fidèle aux idéaux du chef de l'État. C'est un reportage de Daouda Mohamed Camara rendu en studio par Bontorabi Keita. Avec un climat humide, plus de 7 mois sur 12, Massanta est une ville enfouie dans les montagnes avec une verdure attirante, située à près de 800 km de la capitale Conakry. Et c'est de là qu'est originaire Louissini Camara,
ex-ministre de la Ville et de l'aménagement du territoire. 48 heures après avoir passé le témoin à son successeur à la tête du département, c'est une foule qui a accueilli ce jeudi 31 août Luseni Camara sur une distance de 18 km du centre-ville. Une manière pour les siens de lui exprimer leur soutien et leur gratitude vis-à-vis du chef de l'État. Il est de notre devoir, nous jeunes de Massanta, population tout genre confondue, d'accorder également cette grande mobilisation pour qu'il cherche réellement qu'avec ce poste ministériel ou pas, il reste toujours et demeure également l'un de nous. Le professeur Alpha Condé, nous devons également être reconnaissants envers cet homme parce qu'il a octroyé certains avantages à notre frère qui n'a fait à aucun ministre. Un cortège d'une centaine de motos et des dizaines de véhicules qui ont déferlé sur la ville n'est nullement une surprise pour l'autre, puisque ce n'est point une première à son honneur à Massanta. En visite privée ou officielle, j'ai toujours été bien accueilli. Je ne voudrais pas cet accueil compte tenu du fait que je viens chez moi pour me reposer et voir les parents parce qu'ils étaient tous inquiets de me voir après mon départ du gouvernement. À la question de savoir sur ses futurs rapports avec le chef de l'État, pour Luseni Camara, sa fidélité à Alpha Condé est sans embâche. C'est être ingrat vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de la personne qui a eu confiance en moi. Il n'était pas obligé parmi les 12 millions de Guinéens de me choisir durant 5 ans pour faire partie de son gouvernement. Et encore mieux, me confier 3 départements stratégiques où il a voulu que je puisse l'aider dans la mise en œuvre de son programme de société. L'ancien président de la CENI, ministre du Tourisme, de la Pêche et de la Ville, Luseni Camara dit mettre le séjour à profit pour respirer la chaleur fraternelle avant d'entamer de nouvelles aventures professionnelles. Restons à Massanta pour parler de l'Eid el-Kébir qui a été fêté le vendredi 1er septembre 2017. Dans son sermon, l'imam de cette localité a essayé vraiment de parler de l'éducation des enfants. Il a estimé que les parents d'élèves et autorités, tout le monde doit s'impliquer dans l'éducation des enfants. Daouda Mohamed Kamara. Comme pour être en phase de l'actualité, les élèves de par le pays s'activant pour la reprise du chemin de l'école, l'imam Ibrahim Fofana de Massanta a accentué son sermon sur la responsabilité parentale dans l'encadrement des enfants. Une remarque de l'imam que confirme Mamadi Kondi. D'abord, à partir du comportement vestimentaire, juste comportement éducatif, les enfants sont laissés pour compte. Et que la plupart de ces enfants sortent de chez eux au vu et au su de leurs parents. Ce qui fait que, quand on parle de démission parentale, je ne dirais pas non. Je dirais que c'est une effectivité dans notre pays, dans notre société. Si pour beaucoup de parents aujourd'hui l'école est devenue un lieu où il faut se débarrasser de son enfant, c'est un fait que déplore Luseni Camara. Selon lui, l'école seule ne saurait éduquer un enfant, l'attention des parents est aussi plus que nécessaire. À l'école franco-arabe ou à l'école française, nous devrons faire tout pour suivre ces enfants dans leur évolution, dans leur éducation. On ne jette pas un enfant dans une école ou dans une médersa pour dire bon j'en ai fini avec lui, il n'a qu'à se débrouiller. Non, un enfant est un enfant, sans suivi, parfois il se perd. Sans suivi, parfois il se donne à des activités qui ne sont pas favorables à lui. C'est pourquoi, à en croire la direction préfectorale de l'éducation de Massanta, toutes les structures scolaires de la localité font de leur mieux pour impliquer les parents d'élèves dans la gestion des enfants. On ne peut pas seulement laisser les enseignants à la disposition, les élèves à la disposition des enseignants. Il faut que les parents s'impliquent. Il y a des structures dans les écoles. Il y a les APAE, il y a le comité de développement de l'école. Toutes ces structures dans l'espace s'impliquent pour que l'encadrement soit facilité à l'école. Ouvrir une école, c'est fermer une prison, dirait l'autre, mais de l'avis des observateurs aujourd'hui, l'ouverture seule de l'école ne peut suffire pour éviter à l'enfant d'épouser des comportements de défiance. Il faut une attention particulière des parents aussi. Les jours de fête, on assiste souvent à la recrudescence des cas d'accidents de la circulation. C'est le cas par exemple de cette fête de Tabaski passée où, selon le porte-parole du ministère de la Sécurité, des cas d'accidents mortels ont été enregistrés sur l'ensemble du territoire national. Le point, c'est avec Aïssata Fofana.
Malgré des dispositifs de sécurité pour réduire des risques d'accident, la fête de Tabaski n'aura pas fait l'exception. Aussi bien dans la capitale Conakry qu'à l'intérieur du pays, des cas d'accidents parfois mortels ont été enregistrés par les services de la police routière. Sur l'ensemble du territoire national, tant à Conakry qu'à l'intérieur, nous avons pour les 2 jours, c'est-à-dire le jour de la fête et le lendemain, enregistré 11 cas d'accident, dont 4 cas d'accident mortels. À Conakry, il y a eu un seul cas d'accident blessé léger. C'est au kilomètre 6 que nous avons enregistré ce cas d'accident mortel. Un enfant de 8 ans qui a été fauché par un taximètre qui ne s'est même pas arrêté. Des accidents que le porte-parole du ministère de la Sécurité et de la Protection civile attribue à 90% à un excès de vitesse des chauffeurs, surtout des conducteurs de moto. Même si ce bilan est supérieur à celui enregistré le jour de l'Aïd el-Fitr et le lendemain, le commissaire Boubacar Kassé se félicite des dispositifs qui ont permis d'avoir moins de cas à l'image des années précédentes. Nous supposons que ce dispositif a contribué positivement quand même à limiter les dégâts. Bon, c'est un dispositif classique que nous avons renforcé et ça, nous avons eu à mettre en exergue l'implication directe des acteurs sur le terrain. On s'est réunis pour élaborer un plan opérationnel où nous avons eu à impliquer plus de 1300 agents, plus de 26 véhicules d'intervention, des camions et des ambulances. Rappelons qu'en Guinée, la route tue plus que le paludisme ou toute autre maladie. Dernier élément nation de cette édition, Laye Lansana Camara, le désormais ancien inspecteur général de la police, a regagné ce lundi 4 septembre 2017 sa dernière demeure, mais avant, son corps a été exposé dans la cour du ministère d'État de la Sécurité et de la Protection civile où un dernier hommage lui a été rendu par ses parents, amis et collaborateurs. Saloum Kondé, compte rendu. Les veuves du défunt étaient inconsolables dans l'enceinte du ministère de la Sécurité. L'émotion et la tristesse se sont emparées des proches, amis et collaborateurs qui ont à tour de rôle témoigné les qualités humaines de feu Laye Lansana Camara, même si certains ont tenu à rappeler qu'il avait besoin du soutien de sa corporation. L'émotion est grande pour les commissaires et agents de police qui ont suivi en 1982 une formation à l'Académie royale de police de Kenitra au Maroc, formation à laquelle Feu Laye Lansana avait activement pris part. Cher Laye, voilà que la mort vient de t'arracher. Oui. Et je souhaiterais, si je peux me permettre, Monsieur le ministre, que vous créiez une caisse pour des aides, même si chacun de vous mettrait 5 000 francs par mois dans cette caisse pourrait aider éventuellement. Parce que Laye Camara, c'est vrai, il avait des amis, on était à côté de lui, mais il avait besoin de votre amour, de la reconnaissance. C'est ça qu'il avait besoin de vous. Lansana s'est battu pour l'érection de la direction des mœurs et stupéfiants en office contre la drogue. Très ému du témoignage des uns et des autres, le porte-parole de la famille, lui, s'est contenté seulement de remercier les responsables du département de la sécurité. Comprenez que toutes les grandes œuvres ne sont pas gratifiées. Il y en a qui sont gratifiées, il y en a qui ne le sont pas. Et nous saluons que M. Laye Lansana Camara, père de famille, il en était un bon. Alors, époux, il en était un bon. La seule chose que nous apprenons ici, c'est qu'il a été aussi un bon cadre. Nous ne savions pas. Toute la famille en est très satisfaite.
Monsieur le ministre, merci. Né en 1950 à Kerouané dans la région de la savane guinéenne, l'ex-inspecteur général du ministère de la Sécurité a occupé plusieurs postes de responsabilité avant sa mort. Il laisse derrière lui 3 veuves et 11 enfants. Historique et sans précédent, Los Angeles est confronté au plus grand brasier de son histoire. Ça se passe en ce moment même, un vaste incendie qui a déjà ravagé 2 millions d'hectares de forêt et qui a contraint des centaines de personnes à évacuer. Plus de 500 pompiers sont mobilisés pour lutter contre les flammes. Regardez. Le brasier est intense. Depuis l'autoroute, la scène est même spectaculaire. La banlieue de Los Angeles est en proie aux flammes. Un incendie qui s'est déclenché ce week-end dans l'Ouest américain. C'est le plus grand feu ici depuis 50 ans et même l'un des plus importants de notre histoire. 2000 hectares sont déjà partis en fumée et 700 habitations ont été évacuées. Les températures sont encore caniculaires et malgré les moyens engagés, 10% de l'incendie seulement est aujourd'hui maîtrisé. C'est effrayant, on peut entendre le grésillement des flammes. On sent que c'est vraiment tout proche. Dans la banlieue de Los Angeles, 3 maisons ont été complètement détruites. Les propriétaires ont pu s'enfuir, mais certains découvrent ce matin le spectacle de désolation. On a réussi à emporter tout ce qui avait le plus de valeur et tous nos souvenirs les plus importants. Mais je pensais récupérer encore plein de choses. Je ne pensais pas une seconde retrouver la maison complètement dévastée par les flammes. Certaines routes d'accès au célèbre parc Yosemite ont été fermées à cause de la proximité de l'incendie. 500 pompiers luttent contre les flammes, insuffisant pour venir à bout du brasier. Des renforts. Toujours aux États-Unis, dimanche de recueillement, Donald Trump a décrété hier une journée nationale des prières en solidarité avec les sinistrés de la tempête Harvey. Une tempête qui va coûter cher. La facture pourrait atteindre 150 à 180 milliards de dollars. C'est au moins 30 milliards de plus que lors de Katrina, la tempête qui avait frappé la Louisiane en 2005. Suivez. Des hot-dogs gratuits pour les sinistrés. À Houston, au Texas, la solidarité s'organise. Ce dimanche, des centaines de victimes de la tempête Harvey étaient rassemblées pour trouver un peu d'aide matérielle et de réconfort. La plupart d'entre elles a tout perdu dans les inondations. Ma maison fuit de tous les côtés. Tous mes placards sont dans un sale état et on n'avait plus de nourriture. On n'avait plus rien à manger. Les habits et les trucs comme ça, c'est matériel, mais on en a besoin. Dans l'État du Texas, le plus touché par la tempête, les besoins sont énormes. Le phénomène d'une rare violence a ravagé des milliers d'habitations et de bâtiments publics. Les autorités s'attendent à une facture particulièrement élevée, bien plus que pour Katrina en 2005. Katrina a coûté plus de 120 milliards de dollars. Si vous regardez le nombre de foyers et d'entreprises affectés ici, je pense que cela va coûter bien plus de 120 milliards, probablement entre 150 et 180 milliards de dollars. Vendredi, l'administration de Donald Trump a demandé au Congrès de débloquer une aide d'urgence. À Houston, seuls 15% des maisons étaient assurées contre les inondations. Selon les experts, à peine 40% des pertes devraient être remboursées, et pour une large partie par l'État fédéral. Pyongyang, ennemi mondial numéro 1 selon certains occidentaux, la Corée du Nord qui concentre la condamnation, menace et avertissement après un test nucléaire dont nombre de chocs diplomatiques ne cesse de se propager. Séoul affirme qu'un autre tir de missile est en préparation alors que le test d'hier a été mesuré. Il représente 3 fois Hiroshima. Suivez. C'est un 6e essai nucléaire nord-coréen sans précédent. Une bombe H de 50 kilotonnes, 5 fois plus puissante que le dernier test d'il y a un an, 3 fois plus puissante qu'Hiroshima selon les estimations de Séoul.
Les précédentes sanctions de l'ONU, notamment économiques, ont été inefficaces. L'apaisement n'est pas à l'ordre du jour. Face à Pyongyang, Washington, qui menace de faire usage de l'arme nucléaire, hausse le ton. Toute menace contre les États-Unis ou leur territoire, tels que l'île de Guam, ou contre nos alliés, fera l'objet d'une réponse militaire massive, une réponse écrasante. Le Japon est lui aussi dans la ligne de mire de Pyongyang. La semaine dernière, un tir de missile balistique nord-coréen survolait l'archipel. Des menaces inacceptables selon Tokyo. De son côté, Pékin a rappelé à l'ordre son allié historique. Les tests nucléaires nord-coréens sont une erreur, une violation des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. La Chine y est fermement opposée. En réponse aux tests nord-coréens, la Corée du Sud a procédé à des essais de missiles balistiques. Elle annonce aujourd'hui le renforcement de son bouclier antimissile américain. Selon elle, la Corée du Nord se préparerait à un nouveau tir balistique. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Merci de l'attention et portez-vous bien.